Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrien Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la Russe Tamila Imanova. Bonjour Tamila Imanova. Bonjour, merci. Oh, je vois que vous parlez un peu français. Malheureusement, je ne parle pas bien le français. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre du podcast qui est produit par Femmes du Monde et réciproquement. Tamila, donc vous êtes avocate russe, spécialisée dans les droits humains et vous avez déjà plaidé devant des tribunaux russes, européens et internationaux. Vous travaillez, je crois, depuis 4 ans pour Memorial, une ONG qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022. Félicitations. Vous êtes donc une contributrice de ce prix Nobel. Vous avez réussi à défendre la cause des femmes victimes de violences conjugales en 2022 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vous avez aussi traité divers cas de torture infligés à des civils par l'État et d'arrestations illégales pour participation à des protestations pacifiques. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous avez fui la Russie, vous avez dû fuir la Russie par peur d'être effectivement poursuivi pénalement et vous vivez désormais en Pologne. Je vous laisse la parole parce qu'il vaut mieux qu'on vous écoute vous que moi. Et racontez-nous tout ça si vous voulez bien. Je vais continuer en anglais. Merci. Mon nom est Tamila. Comme vous l'avez mentionné, je suis une avocate spécialisée dans les droits de l'homme. Je travaille dans l'ONG Memorial depuis 4 ans. C'est il y a 4 ans que j'ai été diplômée en droit et les droits de l'homme et c'est le seul droit que j'ai toujours voulu pratiquer. J'ai donc rejoint une des ONG russes les plus connues et anciennes pour faire ce métier. Nous sommes une ONG unique qui n'a pas qu'un seul domaine de pratique. Nous ne traitons pas que des droits des femmes ou LGBTQ ou de la liberté d'expression ou de la liberté de rassemblement, par exemple. Nous avons beaucoup d'équipes qui travaillent sur divers sujets et c'est la mienne qui traite des sujets des droits de l'homme et qui les poursuit devant les tribunaux russes et les porte ensuite devant les tribunaux internationaux. Avant 2022, nous travaillons beaucoup avec la Cour européenne des droits de l'homme et leur avons soumis de nombreux cas. Nous avons gagné au moins 90% de ces cas, des milliers de jugements en faveur de nos candidats. Nous avons gagné des cas de victimes des guerres tchétchéniennes, des personnes détenues durant des manifestations pacifiques. J'ai personnellement gagné le cas d'une femme qui venait d'une région musulmane. Elle se faisait battre et harceler par son ex-conjoint. Elle ne recevait aucune protection de la part de sa communauté. Nous avons travaillé sur tous ces cas et les avons portés devant les tribunaux internationaux en 2022 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Ce que je condamne absolument. Tout a changé pour notre société, pour notre peuple et même les méthodes de fonctionnement de notre ONG. 1 mois avant l'invasion, les tribunaux russes ont fermé toutes les entités de notre ONG Memorial. Nous avons 2 pôles qui travaillent sur les crimes divers du gouvernement russe.
L'un d'entre eux se concentre sur l'histoire de notre pays et des crimes de l'Union soviétique et du régime de Staline, et l'autre se concentre sur les droits humains et des crimes commis lors du régime du Poutine. Nous aidons les gens qui ont souffert au moins du gouvernement russe et de ses agents tels que la police, etc. En conséquence de nos engagements, notre ONG a été fermée par les tribunaux un mois avant l'invasion russe et la police a commencé à arrêter les personnes qui travaillaient dans la division qui traitant des sujets des droits humains. Toute personne qui condamnait la guerre au sein de l'ONG, mais aussi au sein de la population russe, se faisait arrêter. Même une phrase simple comme « Non à la guerre, je suis contre la guerre » était bannie. Si on se faisait attraper une première fois en train de brandir ce genre de slogan, il fallait payer une grosse amende. La deuxième, on faisait face à entre 3 et 15 ans de prison. L'un de mes collègues purge une peine d'emprisonnement de 14 ans et un autre collègue, le chairman de Memorial, a été entendu par le tribunal et risque jusqu'à 3 ans de prison pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine. Pour ces raisons, nous avons dû quitter le pays. En outre, la Russie a été exclue de nombreuses organisations internationales, y compris du Conseil de l'Europe, qui nous a permis de travailler avec la Cour européenne des droits de l'homme avant 2022. À l'heure actuelle, ce mécanisme n'est plus disponible pour les citoyens russes. C'est le cas de millions d'Ukrainiennes et d'autres étrangers qui vivent en Russie et qui sont maltraités par notre pays. Aujourd'hui, nous apprenons à travailler différemment. Nous collaborons plus étroitement avec les organes des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et nous sommes plus présents en dehors de la Russie. Nous sommes condamnés à militer en dehors de la Russie et de mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation sur ce qui se passe dans notre pays en Europe. Il nous est indispensable de parler de nos prisonniers politiques, de la terreur que sème le gouvernement et de la raison pour laquelle les gens ne protestent pas en Russie. Nous avons dû complètement repenser nos méthodes de travail. Nous faisons des choses importantes pour la société russe et pour tous ceux qui bénéficient de la paix et de la démocratie en Russie, c'est-à-dire le monde entier, je dirais. Il vous faut beaucoup de courage, mais vous en avez, et beaucoup d'obstination, et c'est nécessaire, effectivement. Bravo pour tout ce que vous faites dans ce cadre. En tant que militante, activiste des droits humains, si vous vous définissez vous-même personnellement comme une féministe ou plus globalement comme une défenseuse des droits humains? Je suis absolument certaine que chacune de mes collègues féminines, y compris moi-même, se décrit comme féministe. Nous ne le mentionnons peut-être pas aussi souvent, mais pour nous, c'est tout à fait naturel. Comment peut-on être un avocat ou un militant des droits de l'homme si l'on nie les droits d'un groupe particulier? Bien sûr, nous sommes pour les droits des femmes, nous les promouvons et nous avons travaillé sur beaucoup d'affaires difficiles qui impliquent les droits des femmes. Comme l'affaire dont j'ai parlé sur la violence domestique qui s'est produite dans toute la Russie. Notre pays n'a pas signé la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences domestiques. Nous n'avons pas de loi contre la violence domestique, seulement le code pénal ordinaire qui interdit les actions violentes ordinaires. Et cela se produit dans toutes les régions de Russie, avec des caractéristiques spécifiques différentes. Par exemple, à Moscou, la société comprend qu'il est mauvais d'abuser d'une femme ou de n'importe qui. Mais la police n'a ni le désir ni les instruments pour aider.
dans les régions musulmanes de la Russie, c'est également la société qui condamne une femme parce qu'elle est une mauvaise épouse, parce qu'elle n'est pas une femme musulmane digne de sa religion. Nous essayons toujours de travailler sur les cas les plus difficiles, de sensibiliser la Cour européenne des droits de l'homme aux spécificités du Daghestan, de la Tchétchénie et de l'Ingouchie. Notre travail est motivé par la cause et les opinions féministes, mais pour être tout à fait honnête, en Russie, tout le monde souffre. Le régime actuel a commencé à s'en prendre à la communauté LGBT en 2012. Il s'en est pris aux femmes et maintenant même les hommes souffrent parce qu'ils ont enrôlé des forces dans l'armée, parfois même kidnappés dans la rue ou chez eux pour servir dans l'armée russe. En gros, tous les Russes qui ne sont pas des fans de Poutine sont devenus un groupe vulnérable qui peut être réprimé et qui est en danger. Oui, c'est assez terrifiant ce que vous nous racontez et malheureusement, je crois que ça ne souffre aucune discussion. Ce sont des faits que vous nous expliquez. En tout cas, merci pour cette présentation et cette explication, cette analyse aussi de la situation actuelle en Russie et de cet état général de souffrance du peuple russe et de la situation. Nous allons aborder donc, si vous le voulez bien, votre vie plus personnelle. Et là encore, sentez-vous libre de parler de tout ou partie comme vous voulez. Je suis née et j'ai grandi en Russie et ma première langue est russe. Cependant, je suis la fille de 2 émigrés azerbaïdjanais qui ont quitté l'Azerbaïdjan pour s'installer en Russie à l'époque soviétique. Ma mère cherchait la meilleure éducation possible et mon père était très amoureux de ma mère. J'ai donc grandi en Russie et j'ai fait l'expérience directe de vivre quelque part où on est perçu comme différente. Mon apparence est un peu différente de celle d'un Russe ordinaire. Les Slaves n'ont pas les traits aussi foncés que moi. Il m'arrive donc d'être confrontée à la xénophobie, mais pour être honnête, cela m'arrive peu et seulement de la part de personnes très peu éduquées. J'ai également été confrontée à des difficultés de la part de ma famille azerbaïdjanaise. J'ai été élevée dans un pays très laïque, mais la partie azerbaïdjanaise de ma famille était très religieuse. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet, mais disons que je ne suis pas une personne religieuse, mais que ma famille suit l'islam. J'ai donc beaucoup de connaissances qui me permettent d'aider les femmes issues des sociétés islamiques qui imposent de nombreux dogmes aux femmes. Depuis la petite enfance, j'ai toujours adoré débattre. Mon entourage, et en particulier ma mère, me disait que je devrais devenir avocate parce que j'aimais argumenter et défendre mon point de vue. Ce fut l'une des décisions les plus faciles à prendre que d'intégrer une faculté de droit à l'âge de 17 ans. J'étais parfois assez mécontente parce que la plupart des cours portaient sur le droit des affaires ou le droit civil et que tout le monde voulait se lancer dans les affaires et qu'on nous enseignait toujours comment gagner beaucoup d'argent. Je voulais faire quelque chose d'utile et j'ai donc été très heureuse lorsque mes professeurs de droit international m'ont fait découvrir le monde des ONG russes. J'ai effectué mes 2 stages d'études dans des ONG russes. Le deuxième était chez Memorial. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai directement rejoint Memorial. J'adore mon ONG et je suis passionnée des droits de l'homme. C'est le seul travail que je souhaite exercer. Les droits de l'homme sont très bien développés et inscrits dans les documents internationaux, y compris la Constitution russe. C'est juste que personne ne veut les suivre ou les appliquer. En ce qui concerne mes rêves et mes passions, je dirais que je suis une personne assez simple.
Je veux pouvoir retourner en Russie sans avoir l'impression qu'on pourra m'arrêter. Cela fait 1 an et demi que je ne suis pas allée dans mon pays d'origine. Je n'ai pas pu me rendre à l'enterrement d'une personne qui m'était très chère. Je ne pourrai pas aller au mariage de ma meilleure amie cet été. Je passe à côté de tant de choses qui m'y sont importantes. Je ne veux pas vivre en exil toute ma vie. Mon plus grand rêve est que la Russie soit un pays libre. Mon deuxième plus grand rêve est que la Russie arrête de tuer des gens. Pas seulement en Ukraine, mais au Mali, en Syrie. Le régime russe fait du mal dans tant de pays dans le monde. Je veux que cela cesse. Je le veux toutes et tous, mais malheureusement, effectivement, la planète est à feu et à sang. Oui. En ce qui concerne mes loisirs, avant de fuir la Russie de manière très précipitée, je prenais des cours de guitare 2 fois par semaine. J'aime beaucoup la musique. Sur mon épaule gauche, j'ai un tatouage qui est une citation d'une chanson russe écrite par un prisonnier politique russe alors qu'il était emprisonné. Il s'agit d'un duo entre un célèbre rappeur russe et un autre rappeur qui s'est trouvé à l'époque dans un centre de détention. Il enregistrait sa partie par l'intermédiaire de son avocat qui venait au centre de détention avec une machine à enregistrer. Il a été libéré en 2019. La citation dit « La liberté est ce qui est dans le cœur. Tout le reste n'est que détail. » J'ai toujours trouvé ces mots très importants pour moi, car je m'épanouis dans la liberté. Pour être libéré de la prison, ce qui est le sens le plus littéral, pour la liberté de mes actes et de mes paroles, pour pouvoir poster sur Instagram que je suis contre la guerre en Ukraine, sans avoir peur que toute ma famille soit réprimée. J'aspire à la liberté de mes mouvements, en voyageant, en rencontrant des gens, en m'informant sur leurs causes, comme je le fais dans le cadre de l'initiative Marianne en France. Je souhaite être libre dans tous mes parcours de vie et mes idées. Vous êtes impressionnante de détermination et de volonté. Et en plus, les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas voir, vous avez un sourire éclatant qui donne la pêche, qui donne une envie d'être positif, effectivement, malgré tout. Je vous propose que nous passions au questionnaire de Proust, à ce fameux questionnaire que Femmes du Monde et réciproquement a remanié à sa manière. Quel est le principal trait de votre caractère ? L'honnêteté. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Je dirais la gentillesse. Être gentil avec tout le monde. Et chez une femme ? Je dirais la même chose. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Qu'ils soient attentifs et aimants. Quel est votre principal défaut ? Je suis très émotive et cela me distrait parfois. Je peux être extrêmement triste à cause d'une tragédie ou extrêmement heureuse à cause de quelque chose dans ma vie personnelle. Et cela peut être très distrayant. Et votre principale qualité ? Je dirais la bonté. C'est ce que j'incarne et ce que je recherche chez les gens. Votre rêve de bonheur ? Des choses simples, avoir une famille, être entouré de sa famille, pouvoir vivre une simple vie entourée de ses proches. Pas de guerre, pas d'interdiction de visas, pas de frontières, la paix dans le monde. Quel serait votre plus grand malheur ? Ne plus jamais revoir mes parents, je pense. Qu'est-ce que vous voudriez être ? L'un de mes plus grands rêves est d'être un juge honnête dans le système judiciaire russe, dans un système démocratique, honnête et respectueux de l'état de droit. Quel est le pays où vous désireriez vivre ? Dans une Russie démocratique. Quelle est la couleur que vous préférez ? Le violet. C'est la couleur des féministes. Quelle est la fleur que vous aimez ? Les lilas. L'oiseau que vous préférez ? Je pense une chouette. Ils sont connus pour être les oiseaux les plus intelligents, symbole de sagesse. En effet.
Quels sont vos auteurs et vos autrices préférés? Je ne veux pas m'inventer, mais j'ai lu beaucoup de livres. Et je ne sais pas qui c'était. En troisième, j'aimais beaucoup Margaret Mitchell. Et en premier, j'aimais Dostoïevski. Je n'ai donc pas d'auteur préféré. J'aime des livres différents pour des raisons différentes. Vos artistes préférés en peinture, sculpture, musique, danse? Mes artistes musicaux préférés sont russes. Vous n'en avez donc peut-être jamais entendu parler. Noise MC, c'est un rappeur que j'écoute depuis l'âge de 10 ans. Et je suis heureuse de dire que dès que la guerre a commencé, il a quitté le pays et est devenu l'un des dénonciateurs de la guerre les plus bruyants de notre communauté. Il ne fait que des concerts en dehors de la Russie désormais. Votre ou vos personnages préférés dans la fiction? Encore une fois, j'ai lu beaucoup de livres, mais l'un d'entre eux qui m'a beaucoup influencé est To Kill a Mockingbird, que j'ai lu entre la première et la terminale, lorsqu'il faut commencer à choisir ses études supérieures. Et l'avocat du livre Atticus Finch, celui qui représente un homme noir innocemment accusé, était le symbole de l'avocat des droits de l'homme que je voulais devenir. Non seulement un avocat des droits de l'homme, mais aussi un juriste qui travaille dans les tribunaux. Votre musique préférée? J'aime la musique pop et le rap russe parce que c'est un genre musical conscient. Vos peintres, hommes ou femmes favoris? J'aime les peintures qui représentent la nature. Probablement les peintures de la mer d'Avazovsky, la 9e vague peut-être. Alors, pour changer de registre, quelle est votre cuisine et votre plat favori? J'aime beaucoup la cuisine italienne, les lasagnes et tous les pâtes, des pâtes. Vos mots favoris? Liberté. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Je déteste la guerre et la mort avant son heure. Est-ce qu'il y a une personnalité politique que vous admirez par-dessus tout? Je ne veux pas citer des grands noms. Je citerai donc le président de notre ONG, Oleg Orlov. Il a été très cohérent avec l'idée des droits de l'homme tout au long de sa carrière. Il a commencé par faire des tracts contre la guerre en Afghanistan chez lui, puis il s'est offert un échange de quelques centaines d'otages et il a même été kidnappé et battu par les autorités. Quelle est la réforme politique qui, selon vous, a fait avancer la société? Je pense que si nous parlons de la société européenne, l'Union européenne est une excellente chose, avec des frontières ouvertes et l'échange d'idées et de personnes. Pour la Russie, cette réforme n'a pas encore eu lieu. Mais des élections libres seraient formidables et nous choisirions probablement quelqu'un de meilleur et de plus démocratique. Comment aimeriez-vous mourir? Paisiblement dans mon sommeil, assez âgé, mais pas trop non plus. Quelle est votre devise ou votre mantra qui vous accompagne dans la vie? La liberté est dans votre cœur. Le reste, c'est des détails. Et enfin, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Je pense que si j'ai quelque chose à dire, je le dirai sans qu'on me le demande, parce que je suis quelqu'un d'honnête, ouverte d'esprit et directe. Donc vous avez répondu déjà à cette question. Eh bien écoutez Taimila, je vous remercie infiniment pour cet échange très riche et très, très fort et émouvant à un certain moment. Merci beaucoup et bonne continuation, bon courage, vous n'en manquez pas et haut les cœurs. Merci à vous aussi. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano,
Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.